Le projet de loi de finances 2025 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. À en croire la première ministre qui l'a présenté, ce dernier incarne les priorités du gouvernement. Près de 15 000 déplacés installés à l'hôpital de Pingo vivent dans des conditions précaires. Un SOS des responsables sanitaires aux autorités compétentes en vue de décompter la situation. En dehors de nos frontières, prestation de serment ce vendredi du nouveau vice-président du Kenya, Kindiki a officiellement pris ses fonctions en remplacement de Gachagua, déchu 2 semaines passées par le Parlement kényan. Vous faites bien de nous rejoindre pour vous informer de partout où vous êtes. Bonsoir et bienvenue. On commence ce journal avec cette nouvelle. Le projet de loi de finances 2025 déclaré recevable à la Chambre basse du Parlement ce vendredi 1er novembre. Équilibré en recettes comme en dépenses, ce projet de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains, n'est pas qu'un simple document. Il incarne les priorités du gouvernement, a fait savoir la première ministre Judith Suminwa. Patrick Issot signe ce reportage, regardez. L'Assemblée nationale s'est prononcée tôt ce vendredi matin sur la recevabilité du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. À une majorité écrasante, l'Assemblée nationale a dit oui au texte proposé par la chef du gouvernement. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 se présente avec un budget équilibré tant en recettes qu'en dépenses, totalisant 49 846,8 milliards de francs congolais, soit plus de 18 milliards de dollars américains. Cette somme représente une hausse significative de 21,6% par rapport à la loi de finances 2024. Le projet de loi de finances renseigne les principaux faits saillants ci-après: un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de 2024, entraînant ainsi une amélioration de sa part dans le budget général, passant de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Un accroissement de 25,2% de crédits alloués au secteur de sécurité en vue de la montée en puissance de toutes les forces armées et de sécurité. Un accroissement de 16,4% des crédits alloués au secteur de l'agriculture, pêche et élevage, allant de 3,284,1 milliards de francs congolais en 2024 à 3,824 milliards de francs congolais. Un accroissement de 13,7% des crédits alloués au secteur de développement rural comparativement à 2024. Après avoir présenté l'économie de ce texte, Judith Suminwa a suivi pendant plus de 10 heures le débat général qui s'en était suivi. Les préoccupations des députés nationaux ont essentiellement porté sur des questions de nature à améliorer ce projet qui vient de l'exécutif, conformément à l'article 126 de la Constitution. À propos de la rémunération des fonctionnaires, la première ministre s'est engagée à améliorer les salaires des différentes catégories des fonctionnaires et agents de l'État dans tous les secteurs et à mettre en œuvre une politique salariale à même de relever ce défi. Déjà, plusieurs actions sont menées par le gouvernement, notamment la réduction du taux de l'impôt professionnel sur les rémunérations, la mécanisation des nouvelles unités ou encore la régularisation de la situation de plusieurs autres agents. Déclaré recevable, le projet de loi de finances 2025 sera envoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement pour un examen approfondi, le Parlement étant l'autorité budgétaire. Le projet de loi de finances présenté par la première ministre à l'Assemblée nationale cadre avec le programme d'action du gouvernement central évalué à 49 846,8 milliards de francs congolais. Ce projet représente une hausse significative de 21,6% par rapport à celui de 2024. Ainsi, il garantit la réussite de bien deux secteurs clés pour changer l'image de la République démocratique du Congo. Sa présentation a été faite par la première ministre. Regardez. Ce moment marque une étape cruciale dans l'élaboration de notre cadre budgétaire national et témoigne de notre engagement collectif
à bâtir un avenir prospère pour la République démocratique du Congo. Le projet de loi de finances que j'ai l'honneur de vous soumettre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d'action du gouvernement, qui s'arrime à la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents. Cette vision, qui, comme vous le savez, a été traduite par le chef de l'État en engagement devant le peuple congolais lors de son discours d'investiture du 20 janvier 2024. Il est essentiel de rappeler que le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2024-2028 est évalué à 55 413,2 milliards de francs congolais en moyenne annuelle, soit l'équivalent de 18,5 milliards de dollars américains, et repose sur les 6 piliers stratégiques qui ont pour but de créer davantage d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages, de protéger le territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'aménager le territoire national pour optimiser la connectivité, de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer de manière durable et responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux enjeux des changements climatiques. Sur le plan budgétaire, la trajectoire pour la mise en œuvre de ce programme est définie dans le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027, qui fixe les grandes lignes des dépenses projetées et la trajectoire des ressources susceptibles d'être mobilisées au cours des 3 prochaines années. Ainsi, j'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. Ce dernier a été élaboré dans l'optique de répondre aux défis économiques et sociaux qui se posent à notre pays et représente une étape cruciale pour réaliser nos engagements envers nos concitoyens qui ne peuvent plus attendre. Et les députés nationaux ont quant à eux réagi après la plénière du jeudi 31 octobre centrée sur la présentation par la Première ministre du projet de loi de finances exercice 2025. Suivez plutôt leurs propos qui ont été recueillis par Achela Dassaliwala et Séambav. Nous sommes tellement flattés du côté de ces projets de loi, c'est-à-dire, en ce qui concerne les chiffres, c'est bon. Mais nous demandons au gouvernement congolais de réaliser ce qu'il a promis, parce que nous sommes les représentants du peuple. Notre inquiétude par rapport à ce projet de loi de finances. Dans un premier temps, nous avions estimé que la République démocratique du Congo, notre pays, a des ressources économiques incommensurables. Et le budget nous présenté ne reflète pas le niveau des atouts économiques, des atouts géoéconomiques, qui sont énergétiques, qui sont des atouts miniers, des atouts agricoles, et tout ce que nous avons comme ressources à même de relever les défis socio-économiques de la République démocratique du Congo. Mais à un certain moment, nous avons dit, c'est bien d'avoir un gros budget, comme nous ont présenté de gros chiffres, mais en fin de compte, nous allons assister à des déficits. Et finalement, ça devient comme de la poudre aux yeux et la population risque de rester indéfiniment insatisfaite. Qui de Matata Ponyo, ancien Premier ministre, et Jules Alinguete, chef de service à l'IGF, a raison pour Matata Ponyo, refutant une accusation de l'un de ses collègues le qualifiant de détourneur. Jules Alinguete retorque en affirmant cette accusation, les réactions croisées de ces deux Congolais dans ce commentaire signé Bénédicte Ténéama.
Ça brûle entre Matata Ponyo, ancien Premier ministre, et Jules Alinguete, inspecteur général et chef de service de l'IGF. Pointé du doigt par un de ses collègues lors de la présentation du projet de loi de finances 2025 à l'Assemblée nationale, tout en l'accusant d'avoir détourné de l'argent, Matata Ponyo s'est défendu en refusant cette accusation. Il s'agit de l'argent volé. Mais c'est grave. C'est grave, chers amis. Nous sommes députés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, chers amis, nous sommes devant l'hémicycle et quand nous prenons la parole, nous devons mesurer les propos de ce que nous disons. Je suis le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances, qui est de l'opposition, pour qu'on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du BCECO, de 26 mois comme ministre des Finances et de 4 ans et 9 mois comme Premier ministre. Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez. Cette défense ne laissera pas le chef de service de l'IGF sans réaction. Sur son compte X, Jules Alinguete retorque en affirmant ce détournement. Je cite, « Je me fais le devoir de lui rappeler que selon le rapport de l'IGF, il est l'auteur présumé des malversations financières de 208 millions de dollars de fonds publics destinés au projet Bukangalonzo. Comme quoi, les choses ne font que commencer. La suite s'annonce palpitante. » Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, le dossier Bukangalonzo, c'était un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Et dans le reste de l'actualité, lancement des discussions sur le second programme de la facilité élargie de crédit par le ministre des Finances, une étape cruciale que vient de franchir la République démocratique du Congo à la suite des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. C'était le jeudi 31 octobre. Rachel Adassaliwala nous en dit beau. À la suite des réunions annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances, Doudou Famba, a présidé une réunion d'envergure dans son cabinet de travail pour inaugurer les discussions du deuxième programme de la facilité élargie de crédit. Calixte Aokuposi, chef de mission, en donne les détails. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission de négociation pour un nouveau programme économique et financier classique, comme celui qui a été achevé en juillet dernier. Et puis aussi, nous allons négocier un nouveau programme pour soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique en RDC. Donc, nous sommes ici dans le cadre de la négociation de 2 nouveaux programmes. Donc, nous avons rencontré le ministre des Finances, le ministre d'État du Budget, la gouverneure de la Banque centrale et les autres cadres pour lancer un peu cette mission, discuter des grands objectifs de la mission. La mission va durer à peu près 2 semaines et au bout de cela, on vous rendra compte des résultats de la mission. Il s'est noté qu'à travers ces 2 nouveaux programmes, le gouvernement congolais pourrait mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains. Cette manne financière sera orientée vers les projets essentiels tels que l'extension de la couverture de santé universelle, la prise en charge des nouveau-nés, la gratuité de l'enseignement secondaire, la construction d'infrastructures pour assurer la libre circulation des personnes et des biens. Autre actualité, le Sénat vient de mettre en place ses commissions permanentes couplées avec l'installation de leurs animateurs. Cette mise en place permettra désormais à la Chambre haute du Parlement de fonctionner à plein régime. C'était à l'issue de la séance plénière de ce vendredi 1er novembre. Patrick Issou. Sous la conduite de Jean-Michel Samaloukonde, président de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs réunis en plénière ce vendredi ont procédé à la mise en place définitive et à l'installation officielle des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage du Sénat pour cette 4e législature. Cette installation officielle intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par le bureau Samaloukonde qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence de la représentation provinciale ainsi que de la représentativité des femmes.
À cet effet, après éclatement en commission, il y a eu chacune des échanges et discussions approfondies en son sein et entre ses membres. La plénière a pris acte de la composition de chacune et a adopté l'occupation des postes de direction des commissions permanentes du Sénat comme suit. 10 commissions ont été mises en place avec des animateurs qui varient entre le pouvoir en place et l'opposition, qui a vu s'attribuer une des commissions permanentes. Nous venons de mettre en place les commissions permanentes, ainsi que le comité de conciliation et d'arbitrage de la 4e législature de la 3e République. Mes très sincères félicitations une fois de plus à tous. Le bureau est désormais en mesure de convoquer la conférence des présidents et d'établir le calendrier de nos travaux. Signalons qu'avec cette mise en place, la Chambre haute du Parlement peut désormais fonctionner en plein régime étant donné que son bureau peut convoquer la conférence des présidents et proposer le calendrier des matières de la session parlementaire. Une conférence des présidents que le président Jean-Michel Sama Lukonde promet de convoquer dès la semaine prochaine. Toujours à la Chambre haute du Parlement, la situation des sénateurs honoraires de la 3e législature sera bientôt résolue. Le président actuel du Sénat a rassuré la délégation de ces sénateurs de son implication. C'était au cours de l'audience accordée à cette délégation le jeudi 31 octobre au Palais du Peuple. Patrick Issorevien. C'est une délégation des sénateurs honoraires de la 3e législature qui a été reçue par l'actuel président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Outre la présentation des civilités, cette délégation a présenté les dossiers des sénateurs de la législature passée ainsi que celui des assistants parlementaires. Ces sénateurs espèrent y trouver des réponses idoines grâce à l'implication du président actuel du Sénat et de tout son bureau. Sous la conduite de notre président intérimaire du bureau sortant du Sénat, de la 3e législature, l'honorable Sangouma. Vous avez vu cette délégation sélectionnée qui a rencontré ce jour l'honorable président du Sénat, Sama Lukonde, pour échanger sur des préoccupations de notre législature. Tout a été déjà dit dans la presse, mais aujourd'hui il était l'occasion que nous puissions échanger. D'abord, lui présenter officiellement des civilités de sénateurs sortant sous la conduite du président du bureau sortant, et aussi parler des questions qui nous concernent, que nous ne pouvons pas commencer à faire maintenant la publicité sur la place publique. C'est que nous pouvons dire à tous les collègues qui nous suivent maintenant que tout va bien, tout est sur les rails, et aussi la problématique de nos assistants parlementaires, nous avons également échangé. Voilà les 2 questions du jour, les dossiers des sénateurs sortants de la 3e législature et aussi les dossiers de nos assistants. Tout est entre les bonnes mains, donc tout le monde peut se tranquilliser et nous regardons dans la même direction et dans les jours qui viennent, nous allons échanger sur d'autres questions d'actualité. Ce dossier étant désormais entre les bonnes mains, ces sénateurs et leurs assistants parlementaires peuvent espérer une suite favorable. En justice, les Koulouna seront désormais jugés en audience foraine sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, selon un communiqué du ministère de la Justice. Constant Moutamba insiste que tout bandit urbain qui sera condamné à la suite de ces procès purgera sa peine dans un milieu autre que celui de sa résidence habituelle. Rachel Adassaliwala nous lit le communiqué. À la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République et magistrat suprême au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et au ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, relativement à la lutte contre les banditismes urbains, phénomène d'Ikuluna, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, informe l'opinion publique que les juridictions militaires et civils ont, le jeudi 31 octobre 2024, lancé l'organisation des audiences foraines pour juger et réprimer toute personne qui se livre à ce acte criminel. Lancées à Kinshasa, Tchangou et Moamba, ces audiences s'étendront à toutes les grandes villes du pays. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux prévient que toute personne qui sera condamnée à la suite des procès organisés dans ce cadre
purgera sa peine dans un milieu autre que celui de sa résidence habituelle. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2024, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Toujours dans ce même chapitre 41, présumés Koulouna sont jugés en procédure de flagrance. Les audiences foraines ont démarré le jeudi 31 octobre 2024 dans les districts de la Tchangou et Moamba. Ces présumés criminels font partie de groupes de personnes appréhendées par la police nationale congolaise dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain. C'était en présence de plusieurs ministres, dont le VPN de l'Intérieur. Reportage. Comme c'est la urbaine de Tchangou, est rangé pour vous accueillir et vous rendre raisonnable à l'occasion de votre visite de travail au commissariat urbain de Tchangou. Les audiences des 41 présumés bandits ont débuté jeudi dans 2 communes de la capitale congolaise. C'est à la suite des instructions du président de la République et magistrat suprême, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières, au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants et au ministre d'État de la Justice. Suite à l'instruction nous faite lors du Conseil des ministres du 18 octobre dernier, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est extrêmement préoccupé par l'allure que prend le banditisme urbain, non seulement dans la ville capitale de Kinshasa, mais aussi dans la plupart de nos grandes villes de la République démocratique du Congo. Et il nous a été instruit d'initier, d'accompagner et de faciliter nos services de sécurité, mais davantage et encore plus notre justice, nos magistrats, à pouvoir sévir. Et cela principalement à travers des audiences foraines. Des audiences foraines où seront présentés les différents cas de banditisme urbain qui sont ici souvent identifiés sous le slogan des actes de Koulouna. Ces audiences foraines qui s'inscrivent dans le respect des recommandations de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 18 octobre où le président de la République a souligné l'importance de lutter contre le banditisme urbain visent à dissuader ce Koulouna. En sécurité, une bande de malfaiteurs a été appréhendée à Lubumbashi. Parmi les 6 présumés criminels arrêtés, il y a un usurpateur qui s'adonne à l'escroquerie au nom de la présidence de la République, un coupeur de route et des voleurs de véhicules. Ces derniers ont été présentés jeudi au gouverneur du Haut-Katanga par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Regardez. D'après Jean-Jacques Kashiba, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la province du Haut-Katanga, ce réseau de criminels appréhendés est forgé dans des pratiques de nature à troubler la quiétude du paisible citoyen. Il y a celui qui est en polo vert, c'est un complice, lui l'organisateur du vol des 14. Et c'est lui qui est devant pour arrêter et tuer même les chauffeurs étrangers et les convoyeurs. Quand vous aviez compris qu'il y avait le corps sans vie, mis en sac, il est parmi. Et les 4 autres sont des casseurs de vitres qui ont cambriolé des maisons, volé des voitures, blessé les propriétaires de la voiture et volé quelques biens de valeur. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a, pour sa part, salué et encouragé les efforts consentis par les forces de l'ordre en vue de la sécurisation de la population. Monsieur Ngoy Mwanabute, Willy, il s'est fait passer pour un agent de la présidence. En réalité, il n'est pas agent de la présidence. Et la carte est là qu'on a trouvée sur lui. Et là, c'est l'escroquerie. Tous ceux-là qui ont été victimes de son escroquerie, s'ils sont là, ils peuvent voir le ministre de l'Intérieur. Si vous le reconnaissez et qu'ils auraient pris quelque chose qui vous appartient, au nom de la présidence de la République, il faut voir le ministre de l'Intérieur pour que nous puissions suivre les dossiers de près. Donc, il n'est pas un agent de la présidence. Les voleurs de cathodes aussi,
il est totalement impliqué dans le vol de cathodes et donc on va le déférer devant les instances compétentes pour que les investigations soient menées et que nous puissions mettre fin à ces réseaux. Il faut souligner que le présumé escroc au nom de la présidence de la République et un présumé voleur de véhicules ont été transférés aux instances supérieures de Kinshasa et les 4 autres présumés voleurs seront jugés sur place à Lubumbashi. Je l'ai annoncé en titre, pas de combat ce vendredi 1er novembre à Pingos. Pendant près de 15 000 déplacés installés à l'hôpital général de cette localité vivent dans la précarité. Les responsables sanitaires lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes car la situation devient de plus en plus difficile à gérer. On en parle avec Rachel Adasaliwala. Une accalmie relative s'observe ce vendredi sur les lignes des combats dans les territoires de Walikale, mais la situation reste imprévisible. C'est après des combats ayant opposé en début de semaine les rebelles du M23 aux combattants locaux à Zalendo. La plupart des habitants des villages Kalembe, Ioula, Mpeti, Katobo, Minjenje ont trouvé refuge à l'hôpital général de Pinga. 12 à 15 000 personnes comme ça. Vraiment, c'est une psychose totale. On est avec la population ici à l'hôpital. On ne sait pas quoi faire. Vraiment, nous sommes dans une situation très compliquée. Le médecin directeur de l'hôpital général de Pinga, Dr Théophile Mukandirwa, précise que plusieurs habitants qui se sont réfugiés dans l'enceinte de cette structure sanitaire vivent dans la précarité. La population dort dehors et il y a ceux qui sont déjà dans les chambres des malades. On ne sait pas comment se comporter par rapport à l'hygiène, c'est très compliqué, on n'a pas de médicaments, il n'y a pas ceci ou cela, bon, c'est très compliqué. À notre niveau, on est en train de voir comment soulager la population, mais vraiment ça n'était pas. Vraiment, nous avons besoin d'une aide, que les autorités s'intéressent à nous. Par ailleurs, le docteur appelle à l'aide en faveur de toute cette population qui s'est réfugiée dans l'enceinte de l'hôpital. De nombreux acteurs dans la région redoutent avec la reprise des combats une aggravation de la crise humanitaire déjà aiguë dans le Nord Kivu. En dehors de nos frontières, le nouveau vice-président du Kenya a prêté serment ce vendredi, 2 semaines après que son prédécesseur ait été massivement démis de ses fonctions. C'était par une motion de destitution au Parlement en raison d'allégations de corruption et d'incitation à la division ethnique suédoise. Kindiki Kinturi a pris officiellement ses fonctions ce vendredi lors d'une cérémonie colorée à Nairobi en présence de représentants du gouvernement et d'émissaires occidentaux parmi d'autres invités. Sa prestation de serment a été autorisée par le tribunal jeudi après que les ordonnances qu'il avait suspendues aient été levées malgré la poursuite d'une procédure judiciaire contestant la destitution de l'ancien vice-président Rigathi Gachagua. Ce dernier conteste sa destitution devant la haute cour de Nairobi, affirmant que les accusations sont infondées et que les audiences n'ont pas été équitables. L'ancien vice-président a été destitué par un vote de plus de 2/3 des législateurs le 17 octobre pour corruption, incitation à des divisions ethniques et soutien aux manifestations antigouvernementales. Le président William Ruto a nommé Kindiki au poste de vice-président le lendemain. La destitution de l'ancien vice-président Gachagua a mis en lumière les divisions au sein de l'Alliance démocratique unie, parti au pouvoir, ainsi que des malentendus entre Ruto et Gachagua, tous deux membres de l'UDA. L'ancien vice-président déchu avait été accusé d'insubordination pour s'être opposé à la politique gouvernementale d'expulsion forcée lors de fortes pluies ayant provoqué des inondations et des pertes humaines. Prenons cette page rose avant de nous séparer. Elle est désormais Madame Pama. Elle, c'est Affermi Vita, journaliste présentatrice à Vert Pâturage Télévision. Les deux tourtereaux se sont unis dans les liens du mariage ce vendredi 1er novembre devant l'autorité civile. Témoin de l'événement, Rachel Adasaliwala et Junior Romba. Des cris de joie au rythme des festivités. Sous un ciel d'azur, Affermi Vita fait son entrée accompagné de son père.
elle n'est plus un cœur à prendre. Désormais, Affermi Vita s'est liée par les liens du mariage civilement avec Belmundo Mpam. C'est devant l'officier de l'état civil qu'ils se sont déclarés les paroles d'amour et pris l'engagement de s'aimer pour toujours. Devant Dieu, devant l'officier de l'état civil, devant la famille, devant la maisonnée et devant les invités ici présents, je m'engage à m'élever au standard de Dieu en tant qu'époux. Dieu notre Père me demande à être son imitateur. Je m'engage à 100% à prendre soin de toi. Je ne peux pas te délaisser ni t'abandonner. Je m'engage à ouvrir la voie de l'amour, à être le premier à aimer et à donner. Je m'engage à imiter Dieu et à toujours pardonner. Je m'engage à veiller sur les détails de notre ami, à vérifier si tout ça va. Je t'aime, je te fais porter cet anneau, symbole de mon amour et de mon engagement pour toi. Je voudrais profiter de cette occasion devant cette victoire. Je voudrais dire que jamais tu ne répéteras que tu as porté sur moi. Je ferai de mon mieux pour être cette femme vertueuse dont parle David. Je porterai bien soin de toi et dans le moindre détail. Je voudrais te dire ici que je t'aimais hier, je t'aime aujourd'hui, et je t'aimerai à toujours jusqu'à ce que Christ pardonne. Affermi Vita, journaliste et présentatrice à Verpâturage TV, a honoré ses parents. Toute l'équipe de VPTV la souhaite un bon ménage, que vive l'amour et que cette union soit empreinte de beaucoup de grâce. Nous souhaitons un heureux mariage à notre consoeur Affermi Vita. C'est par cette bonne nouvelle que nous mettons un terme à cette édition du journal. En voici le rappel des grands titres. Le projet de loi de finances 2025 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. À en croire la première ministre qui l'a présenté, ce dernier incarne les priorités du gouvernement. Près de 15 000 déplacés installés à l'hôpital de Pingo vivent dans des conditions précaires. Un SOS des responsables sanitaires aux autorités compétentes en vue de décompter la situation. En dehors de nos frontières, prestation de serment ce vendredi du nouveau vice-président du Kenya, Kindiki, qui a officiellement pris ses fonctions en remplacement de Gachagua, déchu 2 semaines passées par le Parlement kényan. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention et y avoir accordé. Passez un excellent début de week-end chez vous.